C'est l'heure du sonneur. Et c'est le moment pour moi de saluer nos deux chroniqueurs, Alexandre Langlois et Régis Castelnau. Bonjour à vous deux. Ah bah non, on n'a pas eu le son, on vous a pas entendu dire bonjour en même temps alors que j'avais l'impression que c'était super coordonné. On ne vous entend pas mais on va vous récupérer, je vous présente en Ah bon? attendant. Ah voilà, ça y est, on vous entend. Oui, alors Bonjour j'ai dit bonjour Clément. Clémence le premier. Voilà. Ouais, c'est vrai. J'ai Oui, la raté ça, classe. quel dommage. Bon alors, Voilà. bonjour Alexandre Langlois, ancien policier, chroniqueur Toxin, Régis de Castelnau, avocat à la cour, auteur du blog Vue du droit et de ce livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et pour être juste, justement, je vais citer le dernier livre d'Alexandre également, Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie. On est vraiment dans le bal masqué de la Macronie là, mais en Voilà. vrai. Alors là, c'est un bal masqué, d'ailleurs, on devrait l'appeler comme ça. On devrait mettre une petite musique. Et pour commencer ces bals masqués et d'en parler ensemble, eh bien, je vais pas rappeler tout ce qui se passe. Et en ce moment, je fais des feuilletons, des débriefs de feuilletons tous les matins à nos auditeurs. Donc, je rappelle évidemment l'élection aux européennes, les 32% environ pour le Rassemblement national, la vague donc bleu marine, ensuite la dissolution annoncée par Emmanuel Macron. Et dans le feuilleton, nous avons vécu hier une journée folle, encore une fois, où d'abord, on va se pencher. Il y a plusieurs maisons dans ces journées folles. Et il y a la maison LR. Et là, on a vu la crise politique depuis, évidemment, qu'Éric Ciotti a annoncé qu'il allait faire alliance avec le Rassemblement national. Et hier, Éric Ciotti a fait fermer les portes du siège du parti afin de garantir la sécurité du personnel officiellement. Évidemment, il avait peur d'être délogé. Et on a vu se précipiter d'autres barons, non seulement au micro, pour dire qu'évidemment, qu'il était fou, qu'il avait perdu toute conscience, mais pour tenter aussi de le déloger du siège des Républicains. Je vous propose d'écouter ce premier extrait. Ce sont les élus Florence Portelli et Aurélien Pradier qui sont devant le siège des Républicains. Président des Républicains, il va le rester, Nathalie Chouc, il peut le rester parce qu'il est très critiqué, on l'a entendu Alors, aussi. toute la question en interne, Non. vous voyez bien, vous avez montré Alors, des tweets de dirigeants des Républicains pas qui lui demandent celui-ci. aujourd'hui de rendre les clés. On va essayer de retrouver Florence Portelli et Aurélien Pradier devant le bâtiment, c'est pas grave. Il déclare même qu'il pourrait appeler le SAMU ou encore appeler Jordan Bardella pour le faire sortir du bureau. On voit voilà, que tout est essayé. On voit en tout cas la panique chez les barons LR. Un bureau politique réunissant les ténors de LR s'est finalement déroulé à proximité et a débouché sur cette exclusion d'Éric Ciotti. On a pu voir d'ailleurs dans la presse ces communiqués sur l'exclusion d'Éric Ciotti, sauf que Éric Ciotti, lui, a réagi sur X. Et par communiqué, je suis et je reste officiellement le président de notre formation politique, élu, moi, par les adhérents, j'ai toute légitimité. Et donc, on peut voir, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, les statuts d'Éric Ciotti et son communiqué qu'il a diffusé à ce sujet. Et donc là, ce sera ma première question, premier point sur lequel je m'arrête avec vous deux, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau, pour savoir exactement ce qui se passe du côté des LR et puis qui a raison, qui doit partir et qui peut rester. Alexandre Langlois, Régis de Castelnau, peut-être d'abord une question à Régis là, parce que c'est presque, voilà, vous voyez son communiqué à Éric Ciotti ici qui apparaît. Lui, il appelle même au pénal en disant que c'est passible de poursuite pénale. Alors Régis. Et il y a des statuts. Je ne sais pas par qui ils ont été rédigés dans leur dernière version. Il y avait un avocat qui suivait depuis longtemps, qui suivait RPR d'abord, UMP ensuite, qui a eu des soucis au moment très injustes d'ailleurs au moment de l'affaire Big Malion. Et donc je ne sais pas ce que ces statuts prévoient, mais simplement on voit bien la discordance entre une urgence politique, celle de la dissolution et ses conséquences, et les statuts d'une association qui devrait fonctionner normalement avec des prérogatives pour le président, qui seul peut convoquer le bureau politique. Cette exclusion sur un coin de table dans un hôtel n'a aucune espèce de valeur juridique, mais le problème fondamental, Clémence, ce sont les sous. Qui est-ce qui maîtrise les sous? Ah Parce oui, que, bah vous avez raison. eh oui, Ouais. depuis la Le loi de nerf de la guerre. 90, il faut donc avoir une association et une association de financement en parallèle qui recueille les dons, qui recueille la dotation de l'État. Et donc, il y a de toute façon, même s'il avait diminué le budget de DLR, il n'empêche quand même que Oui, il y avait une belle cet argent trésorerie. est Oui. indispensable Ouais, oui. pour la campagne électorale qui vient. Donc, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est le contrôle de l'argent, le contrôle des ressources. Alors, si on demande au juge d'intervenir,
imaginez-vous dans le chaos politique que l'on connaît, au-delà des LR, c'est quelque chose d'assez dramatique pour les LR. Ça ne va pas arranger leurs affaires politiques, parce que j'ai vu les différents sondages. Alors, c'est amusant, sur Wikipédia, il y a tous les sondages en temps réel. Je les ai trouvés, ils sont à entre 6 et 7% des intentions de vote pour le scrutin qui vient. Ça ne va pas être fameux. Donc, Alors, voilà, vous parlez des LR, de quel LR? Parce que maintenant, on a LR branche Ciotti et LR branche dissident. Donc, vous parlez de quel LR pour 6%? Ou les deux, tous? Les LR juridiques qui ont les moyens, qui tiennent les choses aujourd'hui, c'est autour d'Éric Ciotti. Bah oui. Je ne sais pas qui est le trésorier, je ne sais pas quels sont les comptes bancaires. Non, c'est un foutoir sans nom. On ne peut pas. Je vais dire. Alors, sur le terrain, ils ont quand même toujours, grâce aux collectivités locales, une implantation importante. Les LR, ce qui explique d'ailleurs leur poids au Sénat. On peut pas savoir, on peut pas savoir ce que ça va donner. Là, on a le combat des chefs en haut, Oui. qui est dramatique pour l'organisation, mais qui ne peut déboucher, à mon avis, que sur le chaos. Le droit, là, il peut pas être utilisé. Moi, je veux bien, on va saisir un juge le temps que la C'est ce que dit justice Éric Ciotti. Il dit attention à vos décisions, elles peuvent avoir des conséquences pénales. C'est son tweet d'hier. Je suis et je reste le président de notre formation, élu par les adhérents. Et il dit que la réunion qui a été convoquée par le bureau politique qui a décidé de son exclusion ne respecte ni les dispositions de l'article 23, alinéa 3 des statuts, ni celles de l'article 23 de notre règlement intérieur. Donc on voit bien qu'il menace, lui, sur le front pénal. Il a raison de menacer. Enfin, on comprend qu'il émette ces menaces, puisque c'est une façon de défendre son propre siège. Alors, il a une légitimité juridique incontestable, parce qu'il est effectivement le président élu après une procédure, donc il a des prérogatives très importantes, c'est normal. Bien, mais les menaces de pénal, c'est pas sérieux. Quelle infraction? Alors, s'ils prennent d'assaut le siège, on peut dire qu'il y a une violation de domicile ou que sais-je, ça n'ira nulle part, ça n'ira nulle part. Mais je trouve que c'est quand même extraordinaire, cette incapacité à régler ces problèmes politiques, qui sont d'abord des problèmes politiques, en se précipitant vers le juge, quoi. Enfin, c'est le symptôme d'une impuissance totale. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais c'est blocage total. Et le droit ne va pas être l'outil qui permet de régler ça. Alors, il y a eu un autre outil qui a été utilisé, je vais me tourner vers Alexandre Langlois, toujours autour de cette affaire LR, c'est le communiqué. On voit aussi la force ici des médias. Je pense qu'ils ont voulu prendre de force, un peu prendre au dépourvu ici Éric Ciotti. On a eu le communiqué donc de ces barons LR qui ont décidé de cette réunion et qui ont décidé de l'exclusion en disant « ça y est ». Éric Ciotti est exclu et ça a été diffusé un peu partout dans les médias. On a vu BFM et d'autres relayer cela. Ce qui est intéressant parce que moi je savais qu'il y avait ces problèmes de statut, donc qu'il ne pouvait pas être ainsi sorti de ses fonctions. Mais les médias le faisant, ils pouvaient aussi tenter de dire ben voilà, c'est acquis, c'est comme ça, et forcer la main par les médias. Alexandre Langlois, c'est aussi une stratégie. Et on peut le voir d'ailleurs, je crois qu'on a aussi la vidéo, on a retrouvé la vidéo où ils ont même tenté de le sortir Manu Militari. Alors, je vais vous faire réagir, Alexandre Langlois, mais d'abord, on va regarder cette vidéo, si on l'a bien. Oui, c'est bon? Allez, on y va. Avec le son, ce sera mieux. À une dégradation incroyable de notre vie démocratique. On est chez les dingues. Maintenant, ça suffit. Est-ce que vous avez des moyens de lui retirer Et bien sûr, on a des moyens. Des moyens d'abord politiques. Voilà, on est dans une démocratie. Donc les capsis qui s'enferment dans un bureau et qui disent « je sortirai jamais », quand tout le monde leur dit « maintenant ça suffit », ça n'existe pas. Il va falloir remettre un peu de plomb dans la tête de tout le monde. Oui. Vous allez investir quelqu'un face à Éric Ciotti? Vous allez investir quelqu'un face à On verra, c'est la question qui va se poser en commission nationale d'investiture après, mais je le redis là. Et puis nous on a envie vraiment aussi de changer les méthodes du parti. Vous voyez, on a des problèmes sur les statuts, on peut même pas changer quelqu'un qui devient dingue.
Donc ça pose quand même un problème démocratique. Ce parti n'est pas démocratique. Mais s'il reste barricadé, qu'est-ce que vous allez faire? Mais on a toujours les moyens. Enfin, vraiment, je voudrais vous alerter sur une chose. Tout ça excite tout le monde, et c'est bien normal. Et vous vous rendez compte qu'on n'est pas dans une vie normale, là. C'est pas possible. Bon, voilà. Et tout ça, ça fait un mal dingue à notre pays. Il y a des Français qui sont en train de bosser comme des cons, qui tous les jours espèrent croire en la démocratie et qui voient ce spectacle de fou. Donc maintenant, ça suffit. Est-ce Voilà. qu'une CNI peut se tenir dans Bien ces sûr. circonstances? Bien sûr, elle se Elle doit tiendra. se tenir, on a jusqu'à dimanche pour Et juste, investir le pardon, mais s'il candidat. reste barricadé, vous allez faire quoi en fait? Bah écoutez, on appellera le SAMU, je sais On pas. appellera Jordan Bardella pour le sortir de son bureau. Voilà. Voilà, vous avez entendu. Donc d'abord au départ, on va prendre des moyens politiques, politiques purement. On est en démocratie, on est en démocratie. Puis après, bon bah quand même, quand c'est un fou là, on est dans la psychiatrisation. Puis ensuite, bon bah on va appeler le SAMU ou Jordan Bardella. Allez, Alexandre Langlois pour réagir. Bah, déjà, sur les statuts, c'est qu'en fait, tout le monde fait n'importe quoi s'il y a des statuts. Donc, ils ont voté des règles. Donc, après, ils ont beau jeu de dire que les règles qu'ils ont eux-mêmes votées leur va pas. Donc, au début, ils étaient tous contents des règles antidémocratiques. Donc, ils ont voté eux-mêmes des règles. Ils font partie du bureau national d'un parti antidémocratique. C'est leur propos. Ensuite, dans les statuts, en fait, c'est là où il y a le problème, c'est n'importe quoi. C'est que tout le monde a raison. D'un côté, on a Éric Ciotti qui est élu pour 5 ans par les adhérents et qui peut pas être destitué parce que c'est lui qui réunit le bureau politique. Donc, le bureau politique n'étant pas réuni, eh ben, ils peuvent pas le destituer. Par contre, de l'autre côté, Éric Ciotti, il est président, c'est le bureau politique, lui qui a la décision et qui dirige le parti. Donc c'est lui qui doit décider s'il y a une alliance ou pas avec le Rassemblement national ou avec Pierre-Paul Jacques. Donc en fait, Éric Ciotti a dépassé aussi ses compétences prévues par les statuts. Donc aujourd'hui, ils sont dans une situation ridicule parce que justement, leurs statuts n'ont pas prévu des situations de blocage. Donc ça, c'est un problème juridique qu'ils avaient qu'à le prévoir en amont, parce que les statuts, en fait, quand tout va bien, ils ne servent à rien, mais c'est justement le cas où ça ne va pas qu'on s'en sert. Bon, bah voilà. Donc ensuite, le reste, on a une séquence politique, on a l'impression d'être dans Game of Thrones, où chaque maison a ses barons qui essayent de relever la barre. Éric Ciotti essaye de sauver son trône dans le sud en se disant là-bas, j'ai quand même plus de chance avec le Rassemblement national. Les autres barons se disent, si on veut pas être complètement mangé, nous, on va sauver notre trône en essayant d'être les républicains indépendants. Mais la réalité, au final, qu'est-ce que ça cache? C'est que les républicains sont une coquille vide. C'est terminé. Il faut que la moitié parte. Ceux qui ne croient pas au Rassemblement national vont chez Renaissance et les autres vont chez Bardella. Donc après, voilà. Donc en fait, on va avoir une tripolisation, j'allais dire, de la vie politique française. Un gros front à gauche, un centre immense et la droite. Voilà. Et qui, en fait, à mon sens, au final, ne seront que les mêmes pièces d'un même parti unique ou qu'avec des tendances différentes et des appellations, on pourra choisir les acteurs. Mais voilà, donc au final, je crois que la meilleure résumé de la situation pour les LR, c'est une petite vidéo qui a tourné avec une voiture en fuite un fake, donc, en disant, voilà, Éric Ciotti est en fuite avec les 2 artefacts les plus importants des Républicains, le pain au chocolat de Jean-François Copé et les costumes de François Fillon. Donc voilà, donc en fait, on en est là. Les gens sont en train de se dire, pourquoi on va voter les prochaines législatives. On est sur des guerres d'appareils à tous les niveaux. Et les Républicains montrent l'exemple, je pense, le pire de cette guerre d'appareils de parti. Alors on continue dans la série des maisons, on va du côté du Front Populaire. Alors le Front Populaire qui a pour le moment, il y a moins d'histoire dans la maison du Front Populaire. Ça s'organise plutôt mieux, même si évidemment il y a dissensions autour de la figure de Jean-Luc Mélenchon et puis qui doit prendre la tête de ce Front Populaire. Alors on a vu aussi, pour donner force au Front Populaire, le syndicat de la magistrature. Là, je sais que ça va intéresser Régis de Castelnau, émettre un communiqué mardi dernier qui appelle à se mobiliser contre le Rassemblement national après donc, ce score des élections européennes. Il faut prendre part au mouvement collectif d'union et de résistance contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite, écrit donc le syndicat de la magistrature. Il invite également l'ensemble des magistrats et magistrates dans ce sens-là, ainsi que tous celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Et puis, un peu plus loin, il met en garde contre les conséquences sociales et politiques catastrophiques que pourrait donner l'arrivée du RN au pouvoir. Et enfin, et alors là, c'est un peu ils expliquent leur légitimité à produire ce communiqué. La fonction première des magistrates et des magistrats est d'assurer l'égale application de la loi et de protéger des droits et libertés des personnes. Voilà ce qu'il conclut, appelant une dernière fois la mobilisation pour construire des alternatives. Voilà pourquoi ils prennent la parole, en fait, pour protéger les droits et les libertés des personnes. Régis, pour commencer. Il n'y a pas que Ciotti qui est devenu fou. Je dis ça pour reprendre les expressions de ses camarades de parti. Le syndicat de la magistrature, ce communiqué est dément. Je suis désolé, il est dément. Voilà des gens
qui sont des syndicalistes, un syndicat qui défend des intérêts catégoriels. C'est le propre d'un syndicat qui vient intervenir dans le débat public en disant, voilà, nous qui sommes le corps qui a le devoir de réserve le plus important pour établir notre impartialité, nous sommes en train d'appeler à l'insurrection. Non mais ça va pas. Non mais ça va pas. Donc, je veux dire, il y a urgence, Clémence, il y a urgence. Alors, Ciotti est pour. Je pense qu'au niveau du Rassemblement national, c'est le cas aussi, à dissoudre ce syndicat de la magistrature qui viole naturellement tous les principes de séparation des pouvoirs et qui s'ingère directement dans la vie politique, au contraire de ce que prévoit leur serment. Enfin, bon sang de bonsoir. Oui. Donc, et ensuite, bien sûr, d'interdire le syndicalisme dans la magistrature du siège. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a des magistrats qui passent leur temps à être au parquet, autorité de poursuite hiérarchiquement soumis à l'exécutif, qui passent ensuite à la magistrature du siège, c'est-à-dire qui tranchent les décisions sur la base de leur impartialité. Donc on sépare. Les parquetiers soumis à l'exécutif pourront tout à fait se syndiquer, les magistrats du siège, jamais. Ça n'est pas possible, c'est tout. Donc, alors je pense qu'ils ont peur de ce qui les attend avec le résultat. Je ne sais pas ce que sera le résultat, on va peut-être en parler un petit peu, mais oui, on peut en parler. Ils sont en danger, ils sont en danger sur les principes. Le syndicalisme tel qu'il existe aujourd'hui dans la magistrature et tel qu'il est pratiqué par les tenants du mur des cons doit être supprimé, puis c'est tout. Oui, ils ont peut-être peur pour leur... Il y a un mérite tout de même à cette dissolution. On va reprendre un petit peu après un petit peu de champ, on va regarder un peu avec du recul finalement ce que produit cette dissolution surprise d'Emmanuel Macron. Il y a un mérite, c'est que ça clarifie les lignes là. Je ne sais pas ce que vous en pensez en ce moment. On doit clarifier ce qui est vraiment l'ambiguïté des LR depuis une quinzaine d'années, l'ambiguïté du syndicat de la magistrature, l'ambiguïté de l'union des droites. Tout doit se clarifier finalement. C'est peut-être aussi un des résumés de ce qui se passe en ce moment. Mais Alexandre Langlois, d'abord, si vous voulez réagir au syndicat de la magistrature, puis après, justement, on va prendre un peu de recul. Pour moi, un syndicat, ça devrait faire du syndicalisme à la base. Mais pour une fois, c'est-à-dire défendre les intérêts des travailleurs, etc., quelle que soit la couleur politique au pouvoir, parce qu'ils devront travailler avec, quoi qu'il arrive, qu'ils soient d'accord ou pas. J'en sais quelque chose, j'ai travaillé avec des gens avec qui j'étais pas forcément d'accord quand ils étaient au pouvoir, et pourtant, le rôle était quand même de faire avancer comme on pouvait la profession de policier pour lequel j'étais syndicaliste. Oui. Par contre, petite chose sur les statuts, par contre, du syndicat de la magistrature, qui respecte ses statuts, lui, à la différence des Républicains, c'est qu'il y a beaucoup de syndicats qui ont adhéré à la charte d'Amiens, pour faire la charte d'Amiens justement, qui disent on ne fait pas de politique. Le syndicat de la magistrature ne le met pas dans ses statuts. Oui. Donc à partir de là, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Ceci dit, on ne peut pas leur reprocher. Oui. Donc voilà. Mais ça prouve aussi que c'est dans leur ADN de faire de la politique. C'est intéressant aussi dans ce sens-là. Voilà, c'est que voilà, par exemple la CGT qui a pris des partis, qui a pris aussi des positions, eux par contre ils ont dit on est apolitique, etc. Donc eux ils sont pas cohérents avec eux-mêmes. Oui, parce que la secrétaire générale de la CGT, pour aller dans votre sens, Sophie Binet, a appelé un sursaut populaire au micro de France Inter en disant notre République et notre démocratie sont en danger. Non mais voilà, donc à partir de là, ils font de la politique, mais comme aux dernières élections, les gros syndicats ont fait de la politique, contrairement à leur statut. Le syndicat de la magistrature, au moins juridiquement, ils sont carrés avec eux-mêmes. Donc voilà, juste petite réaction par rapport à eux. Et sur le reste, je pense qu'on va continuer de discuter sur la clarification de ce qui se passe de notre vie politique. En fait, je ne suis même pas sûr que ça clarifie quelque chose. C'est chacun mise sur son poste, lequel il va avoir et quelle est sa stratégie personnelle la plus avisée pour sauver ses propres meubles. Parce que de tout ça, le débat public n'existe pas sur le quotidien des Français, j'allais dire. On assiste à la mort, tout simplement, de notre système représentatif qui arrive à bout de souffle, qui ne représente plus personne, et chacun est en train de se positionner au mieux de ses intérêts personnels. On a fait avec les LR, on l'a vu, on peut poursuivre du côté du Front populaire. Petite pensée à Michel Onfray qui va avoir du mal à vendre sa revue, parce qu'il risque d'avoir une confusion entre les deux. Et oui, d'ailleurs on devait le recevoir à ce sujet, mais il est réservé par CNews où il a son émission, mais on l'aura là-dessus pour parler du Front populaire. Mais pendant que vous parlez du Front populaire et justement de ce que c'était que l'origine du Front populaire, il y en a un qui en parle, et là ça me fait rire, ça me fait vraiment rire. Je me demande comment vous allez réagir, Régis, parce que je me demande si vous n'allez pas finir par être d'accord avec Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron hier dans sa conférence de presse où il revient sur le Front populaire. Moi, je connais des députés socialistes, sociodémocrates qui se sont exprimés. Je vois M. Gage ou d'autres.
Ils n'ont rien à faire avec LFI. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Je me mets à leur place. Et donc, c'est le même dialogue qui doit être engagé avec peut-être des gens du Parti communiste, des Verts, du Parti socialiste, qui ne peuvent pas se retrouver dans cette alliance, qui n'est même pas baroque, qui est indécente. Et je le dis parce que moi, j'ai eu une pensée ces 24 dernières heures pour Léon Blum. Parce que s'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Et donc à des gens qui ont assumé très clairement de ne pas condamner l'antisémitisme. C'est pas ça le Front populaire. Ça a un sens dans notre histoire. Allez, voilà, ça continue. Régis de Castelnau, bon, allez, qu'est-ce que vous dites d'Emmanuel Macron, là? Faut dire à nos auditeurs que Clémence Oudiakova est perverse parce qu'elle me tend une perche. Oui. Hein, d'abord, Macron dit n'importe quoi. Il ment, il invente, il réécrit l'histoire. Quand il vient dire que effectivement, LFI n'a pas sa place dans ce que je vais appeler une union des gauches, au pluriel. C'est pas la première dans l'histoire parce qu'ils n'ont pas condamné l'antisémitisme, ça n'est pas sérieux, c'est pas ça le problème. Quand tu as présenté LFI comme un parti extrémiste, quand je vois les mesures sociales qu'ils préconisent, écoutez, c'est pas révolutionnaire. NPA, je veux bien, Poutou, je veux bien, mais bon, non, simplement, naturellement, il fait parler les morts, grande spécialité d'Emmanuel Macron. Il leur fait même faire de la gymnastique dans les tombes. Il se retourne, non, ça n'est pas Léon Blum qui a créé le Front populaire, c'est le camarade Staline, qui en 1934, après l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne et l'échec de la stratégie classe contre classe du Comintern, l'organisation communiste internationale qui a préconisé partout des fronts populaires, et c'est sur cette base que ça s'est fait avec un parti communiste à l'époque puissant. C'est lui qui a été à l'initiative de ce qui a débouché sur le Front populaire, qui a une mémoire forte dans l'imaginaire français, et à juste titre d'ailleurs. Mais tout ça, c'est de la parlotte, c'est de la polémique, alors que non, mais je crois que... oui, la parole d'Emmanuel Macron, vous allez pouvoir en parler encore pendant des heures, donc je vous arrête un petit peu, c'est certain. Est-ce que malgré tout, le terme de Front populaire pour cette alliance était justifié selon vous? Enfin bon, après, c'est normal qu'il cherche un nom qui, justement, qui évoque de grandes choses. C'est une alliance de circonstances. Il fallait bien trouver un emblème à la grande quinzaine antifasciste. Ouais. Après celle de 2002, oui. Après celle de 2017, après celle de 2022, grande quinzaine antifasciste. Comme disait Lionel Jospin, qui en a connu une, celle de 2002, c'est du théâtre. Bon, voilà, on déploie une espèce de banderole, on fait appel aux grands anciens en imaginant un sursaut. Tout ça n'embraye pas sur la réalité, et Alexandre a tout à fait raison. En fait, les plaques tectoniques bougent très rapidement, et tout d'un coup, on se réveille. Il y a une accélération de l'histoire, là, c'est clair. En France, il y a une accélération. Le macronisme a détruit les institutions, a fini de les détruire d'ailleurs. On a un système qui est à bout de souffle, qui est aux abois. On a un pays qui va très mal, qui est désindustrialisé, dont les grands services publics sont à l'abandon. On a un endettement mais colossal qui nous met dans une situation très difficile. On va avoir le même problème que Chypre ou la Grèce bientôt. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, on essaye de, je sais pas, alors pour conserver les places, Alexandre a raison, mais on joue une espèce de comédie baroque que je trouve assez indigne. Moi, soyons clairs, la grande quinzaine antifasciste, ça suffit, quoi. Moi, je participerai pas. C'est pas à cette comédie-là qui est sans réalité par rapport à ce que vivent aujourd'hui les Français. Je trouve ça finalement assez indigne. Un dernier petit mot concernant les LR.
Qu'est-ce qui fait que il y a cet affrontement? C'est la course au poste, évidemment, et puis c'est Wauquiez, dont je rappelle qu'après les précédentes présidentielles et européennes, quand François-Xavier Bellamy avait réalisé un formidable exploit du même niveau que celui qu'il a réalisé cette fois-ci, avait immédiatement démissionné, mais il n'a pas renoncé à son ambition présidentielle. Et s'il y a une alliance RN LR, Bien c'est sûr. fini pour lui 2027. Non, mais, C'est fini. évidemment, mais là, on a bien compris que tous les barons LR, qu'on ne voit que lors des cocktails, des soirées LR en interne, s'inquiètent pour leur poste. Hein, ils ne s'inquiètent pas pour la démocratie, ni pour. Voilà, c'est ça qui est presque risible. Mais comme vous le dites, c'est risible, mais c'est un rire jaune, puisque, évidemment, en attendant, c'est ce que disait Alexandre Langlois tout à l'heure, en attendant, ça ne fait pas du tout avancer de solutions pour les Français qui, eux, vivent dans une situation particulièrement difficile en ce moment. Le grand déclassement, le fait de ne plus pouvoir payer son énergie, etc. Enfin, tout ça continue. Et puis, il y a une espèce de comédia dell'arte ou baroque de fin de vie qui s'organise devant nous. Voilà, il se passe des choses. Alors justement, je voudrais qu'on prenne un peu de recul pour comprendre et en parler de ça, de cette comédia. Alors, on voit Emmanuel Macron qui a joué un drôle de jeu, en effet, qui en même temps prend un risque avec cette dissolution, mais en même temps organise le chaos, qui, au lieu de suivre les bons conseils de Machiavel, se choisit maintenant deux ennemis. Puisque évidemment il y a LFI, l'antisémitisme terrible de LFI, qui est devenu aussi démoniaque que le Rassemblement national, voire pire. Donc il va devoir jongler entre ces deux ennemis, devenir le grand centre. Enfin, ça devient même stratégiquement un peu compliqué pour lui. Et puis avec évidemment les difficultés qui continuent. Alors je vais vous faire réagir tous les deux à ça, mais on commence par Alexandre Anglois. Déjà, pour revenir sur plusieurs choses, il y a déjà cette lutte contre le fascisme où tout le monde met en avant. Bon, je rappellerai jamais assez que quand on reprend le petit livre d'Umberto Eco, Reconnaître le fascisme, Macron coche déjà la plupart des cases. Et c'est un faisceau d'indices qui dit, voilà, un régime fasciste, urfasciste, c'est ce qu'il appelle, c'est toutes les trames qui font qu'on arrivera à un régime fasciste. Donc, il coche toutes les cases des prémices pour y arriver. Je reprends quelques petits exemples. Hein. Il a réintroduit dans la loi de 2017 sur la loi asile-migration une possibilité pour des fonctionnaires d'État de contrôler les gens sur leur apparence étrangère. Je veux dire, on n'a pas vu ça depuis 1940. Autre chose, il a remis en place, il a voulu criminaliser les manifestants pacifiques. Donc ça, c'était Castaner qui l'avait dit au mouvement des Gilets jaunes. Tout manifestant qui sera à tel endroit sera complice des casseurs. Et en parallèle, il essayait de faire passer en droit français grâce à une commission rogatoire italienne pour extrader un manifestant italien qui n'avait rien fait dans des manifestations, mais l'extrader sur le motif d'une loi de Mussolini où toute personne présente à une manifestation est coupable des exactions de la manifestation, alors que la personne en question avait même les rapports de police montrant qu'il n'avait absolument rien fait de répréhensible. Et Macron s'est battu via le parquet qu'il a déclaré à ses ordres pour faire introduire cette loi de Mussolini en France. Est-ce que Mussolini est fasciste? Je pense que tout le monde est d'accord pour dire oui. Donc aujourd'hui, quand on est en train de nous dire luttons contre le fascisme, il faudra aussi donc lutter contre Emmanuel Macron. Oui. L'autre chose, sur le côté Front populaire, pourquoi avoir pris ce nom? Effectivement, chacun cherche des emblèmes à droite à gauche pour faire rêver les gens. Les Républicains avaient pris les Républicains pour faire rêver sur le modèle américain. Enfin, chacun choisit des emblèmes pour mettre des choses creuses derrière. Oui, les Républicains, c'était le gaullisme surtout, mais qui a été complètement dévoyé. On voyait bien en se disant, on désespérait les Républicains, les démocrates, et puis on n'en parle plus, quoi. Parce que le gaullisme, ils l'ont tué depuis bien longtemps, les Républicains. Donc ensuite, sur l'intérieur de ce magnifique parti. Donc d'abord, réaction sur Emmanuel Macron, qui dit que Blum se retourne dans sa tombe. Bon, comme effectivement, comme disait Régis, Macron est un spécialiste de faire parler les morts, mais en plus, des fois, il détourne carrément leur pensée comme une fois de plus. Je rappelle que Jaurès, qui l'avait fait parler au moment de l'affaire Samuel Paty, en détournant carrément ce qui s'est pensé et en mettant des phrases qu'il n'avait jamais dit. Voilà. C'est pratique comme ça. La fermeté liée à la tendresse. Non, c'était pas du tout la fermeté, mais ça servait à la propagande du pouvoir. Même chose quand il s'agissait de remettre en mémoire mai 68, il avait repris avec la préfecture de police les mots, la lettre que le préfet de l'époque avait envoyée aux policiers en disant ne frappez pas un manifestant à terre. Ça il l'avait sorti du contexte, ça fallait pas le remettre dedans. Il n'y a pas eu de réponse à cette révision de l'histoire. Donc voilà, donc Emmanuel Macron fait parler les morts. Si ça sert sa propagande et si jamais ça rentre pas bien, on
tord un peu les angles Bah pour oui, que ça rentre. on change Voilà, quelques comme les mots. gens n'ont plus la culture historique qu'ils devraient avoir. D'ailleurs, on supprime les cours d'histoire au fur et à mesure, de Oui. philosophie. Donc, on rend les gens de plus en plus malléables, ce qui est aussi des caractéristiques des régimes fascistes. Avec petite anecdote au passage, comme on n'en a pas parlé, mais Macron se voit toujours en chef de guerre. Une petite anecdote d'Umberto Eco que j'ai trouvé assez amusant, qui a dit les régimes fascistes prônent l'héroïque, la mort pour le pays, le sacrifice, donc comme Oui. a été prôné par Emmanuel Macron le 6 juin. Oui. Mais il a On se dit, rappelle après la de petite phrase est l'appel au intéressante. sacrifice de la Oui, voilà. jeunesse. Oui. Et du coup, c'est l'héroïsme et la gloire dans la mort pour la nation. Il a dit, par contre, le fascisme a cette tendance fâcheuse à envoyer les autres à la mort à la place des gens qu'il prône. Voilà. Ah, Donc ça, on est encore ça bien nous fait dedans. encore penser à quelqu'un, ça. Oui, voilà, un certain Emmanuel qui, bon, voilà. Bon, les autres choses sur le Front populaire. Le Front populaire, c'est pareil, c'est en fait une histoire de gros sous. Hein, au final, cette alliance, les gens se crachaient dessus au niveau des européennes. Et là, tout d'un coup, c'est les meilleurs amis du monde. Oui. Donc Oui, à mais, partir de mais alors là, attendez, est-ce que ça, c'est pas de la politique finalement aussi Est-ce ah, que ça, est-ce que c'est de c'est la, ça, c'est de normal la de faire des alliances comme de la géopolitique où on parle avec tous les pays, même quand on n'est pas amis, on n'est pas obligé d'avoir porter les mêmes valeurs pour faire des alliances? Alors, il y a différents niveaux. Au Mm. niveau international, effectivement, il faut parler avec tout le monde. C'est des États-nations qui se parlent entre elles et qui doivent discuter pour faire avancer les choses. Il n'y a pas d'élection entre États-nations. Hein. Chez chacun et chez Mm. lui, il fait bien ce qu'il veut. À noter au passage, d'ailleurs, en France, sur le Front populaire, j'ai oublié un petit passage sur Emmanuel Macron qui pense à la place des autres. Une fois de plus, je veux dire, même les opposants, ils se les organisent. Il dit, moi, à la place de mon opposition, j'aurais fait comme ça. Voilà, c'est quand même le petit côté amusant, en disant, moi, à la place de ces gens-là, quand même, voilà. Donc, il pense Oui. à la place des Français, il pense à la place enfin, voilà, il pense à la place de tout le monde. Au bout d'un moment, ça doit être fatigant dans sa tête. Ah bah oui. Mais c'est en tout cas fatigant pour nous derrière. Mais sinon, donc pour les alliances, ça dépend ce qu'on veut en fait. C'est de la cuisine politicienne. Oui, ça on est d'accord. Est-ce que c'est de la politique Là, je suis pas sûr. La politique, c'est la vie de l'organisation de la vie de la cité. Là, c'est l'organisation de la vie des places. Qui va gagner le gâteau? Parce qu'après, aux législatives, il y a un petit gâteau que chaque parti va toucher au prorata de ses sièges, etc. Donc, à partir de là, ça va être de la cuisine interne. On est sur des gros sous. Chacun veut sa petite place. Parce qu'il y a des gens qui ont des programmes qui n'ont rien à voir. Déjà, les électeurs dans les systèmes représentatifs doivent voter pour un parti où ils ont, par exemple, même, je vais prendre par exemple le RN, on peut être d'accord avec certaines de ses positions, mais on n'est pas d'accord avec tout son programme. Pourtant, ils auront comme nuance que le RN. Mm. Alors imaginez aussi pour le Front populaire, il y avait différentes nuances politiques. Effectivement, d'un point de vue peut-être sur le système stratégie politique, c'est pas pertinent de présenter plusieurs candidats, donc ça parfait, je le reconnais tout à fait. Par contre, au niveau de la représentativité des gens, c'est zéro, parce que des gens déjà sont pas forcément d'accord. On va prendre les filles, parce que notez que Macron aussi sur les filles ment, hein, il dit qu'ils vont avoir 300 places, ils en ont 229. Donc ça c'est pareil, l'exagération pour faire croire la montée de je ne sais pas quoi. Donc pareil, là bon, il refait même pas l'histoire, il réécrit le présent. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez grossier et avec des grosses ficelles. Donc LFI, donc déjà il y a des votants qui votent LFI qui ne sont pas d'accord avec tout le programme, mais à défaut c'est ce qui se rapproche le plus de leurs idées, mais ils vont se retrouver à avoir voté pour des gens qui n'ont rien à voir avec déjà Glucksmann, qui vont se retrouver avec des socialistes, qui vont se retrouver avec des choses qui sont encore plus éloignées, mais ils n'auront pas d'autre choix politique que de voter pour eux. Oui. Donc soit en fait on est en train de tuer définitivement le truc parce qu'on fait plus de la politique, là on fait de la cuisine politique pour sauver des places. Le système représentatif, on assiste à son crépuscule et à sa mort. Il va être temps de balayer tout ça pour mettre autre chose. Et l'étape d'après, les Français vont pas se sentir vraiment représentés par ce qui va être élu. Parce que quand on nous dit il y a 3 choix, bon, il y a 3 choix. Et il y avait une occasion manquée au niveau des européennes, il y avait 38 choix. Mais le débat public a été scénarisé pour que les gens mettent en avant que 2 partis. On a le résultat qu'on a parce qu'en fait, on a une mise en scène médiatique derrière. J'aurais dire, parce que par exemple, ici, il y a eu quand même la parole à d'autres candidats que ceux du système, mais ce qui veut dire derrière que les gens n'ont pas pu voter. Je veux dire, Non, un mais c'est sûr, gouvernement bien sûr. responsable et qui défend la démocratie créerait un site, dirait à tous les candidats, vous allez pouvoir vous exprimer, on va vous aider. Et là, la dernière chose aussi, ce que Emmanuel Macron a joué en stratège, et on revient encore sur les gros sous, c'est que les partis n'ont pas forcément encore remboursé des européennes, donc ils ont avancé des gros frais. Oui. Et là, deuxième round, ils vont redevoir sortir un chèque, alors chacun est en difficulté financière. Bien sûr. Donc les petits partis, c'est mort. Donc en fait, la C'est une représentation, élimination des petites parties. Vous avez tout à fait les raison. petits partis Oui. et les gros partis sont en difficulté, c'est pour ça qu'ils sont en train de s'entre-déchirer pour les places. Donc au final, on est là pour savoir, en fait, on va voter pas pour qui va représenter les Français, on va représenter, savoir qui va gagner au loto de la République. Voilà, qu'on va répartir les sous, et derrière, aucun problème ne sera réglé, et on sera encore moins bien représenté, parce que du coup, les gens devront voter pour des trucs monolithiques qui ne ressemblent à rien. Voilà, donc on est sur quelque chose... vous avez le choix de l'acteur, mais pas de la finalité.
Et dernière petite chose quand même pour mettre derrière, tout le monde dit attention et les filles, attention Bardella. Bon, les élections européennes, finalement, Van den Leyen est Oui, poursuit son reconduite a mandat. priori, oui. Voilà, pas de difficulté. La Commission continuera de garder toutes ses prérogatives Voire antidémocratiques et le plus. L'idée, Parlement c'est de va rien passer au faire. fédéralisme, ouais. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, ce sera comme d'habitude en Europe. Et puis, pour les pays qui ont tenté des partis politiques qui étaient cachés, par exemple, similaires à LFI en Grèce ou au RN en Italie, qu'est-ce qu'ils ont fait au final? Bah rien, ils se sont alignés sur l'Europe, ils sont rentrés dans le rang. Donc aujourd'hui, on est en train de nous faire tout un cirque pour que demain, finalement, les expériences qu'on a eues d'un côté ou de l'autre, tout le monde est rentré dans le rang parce que, bah, en fait, on nous fait une farce. Et quand la farce explose, on voit que c'est la même chose. Mais ouais, mais attendez, Alexandre, parce que quand on suivait les élections européennes, rappelez-vous qu'on disait tout ça est une farce, de toute façon, ça se passe pas au Parlement européen. Maintenant, on suit les législatives, vous nous dites tout ça, c'est une farce, ça se passe en Europe. En fait, dans tous les cas, c'est une farce le Parlement, que ce soit au niveau Ah national ou bah, au niveau européen. les Européens, c'est vraiment une farce parce qu'ils n'ont aucun pouvoir à part un pouvoir en général de consultation. Ils peuvent bloquer le budget un petit peu pour Oui, faire les oui, petits ouais. bras, mais au final, ils vont pas décider grand-chose. En France, on joue vraiment quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on joue quelque chose où derrière, est-ce que les gens auront assez de conviction pour aller de l'avant? Je veux dire, n'est pas De Gaulle qui veut pour Mm. dire non, on va avoir une autre vision de la Mm. France, une autre voix de la France. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous présente un parti unique divisé en 3 morceaux avec des tendances un petit peu différentes. Mm. Donc, on va choisir les acteurs, on va choisir qui c'est qui gagne au loto, qui c'est qui va avoir la tirelire. Mais pour notre quotidien, je ne suis pas sûr que ça change Ouais. grand-chose. Donc, Alors, je voulais vous faire réagir quand même aussi, toujours sur Emmanuel Macron, et on prend du recul, on pense aux Français. Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse, qui nous promet de gouverner différemment et avec respect. Régis, cette belle promesse, ça vous inspire, non? Ah ben oui, ça me fait penser à un sketch de Dieudonné, avec amour, avec amour. Donc, en plus, non mais c'est pas possible. Euh, cette conférence de presse, elle était lunaire d'une certaine façon. Clairement, il était content de son coup qu'il avait préparé à l'avance avec cette dissolution Oui. dans l'urgence, ce qui est assez dramatique parce que ils ont pris le délai le plus court pour les organiser. Ça va être un chaos là. C'était voulu. Et puis il s'est vu Machiavel, alors que ses motivations ne sont pas rationnellement politiques. Ses motivations, elles sont liées à son narcissisme, à son ego, et il a pensé qu'il allait pouvoir reprendre l'initiative. Et là, à la conférence de presse, c'était déjà un changement. Hein. Il se rend compte quand même de la réalité, de la difficulté de la situation, et il nous a fait un programme. Il a dit qu'il allait gouverner avec amour, et ensuite il a dévoilé un programme. Alors formidable, ça va changer, Alexandre. Ça va changer pour les gens, puisque en deçà de 11 ans, les enfants n'auront pas le droit d'avoir un portable. Ça, c'est quand même extraordinaire. Oui, Hein, ça et c'est de pas l'amour. d'Internet en dessous de 15 ans. Ça, mon vieux, c'est une sacrée révolution. Non, mais c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, les limites politiques d'Emmanuel Macron. Je pense que le problème de la phase que nous vivons, elle est quand même liée, enfin, le problème est lié au fait qu'il y a une opportunité peut-être de se débarrasser du système Macron. Alors, avec cette particularité, c'est que c'est un parti dont on connaît l'origine, c'est un parti sur lequel on peut avoir toutes les interrogations parce qu'il n'a jamais gouverné. Oui. On ne sait pas, on connaît certains de ses dirigeants, mais on ne sait pas qui sont ses militants, ce que serait la situation s'il arrivait au pouvoir, qu'est-ce qui serait au gouvernement, aux manettes. Donc tout ça, c'est plein d'incertitudes. Le Front populaire, cette année, c'est du théâtre. C'est simplement du théâtre. Moi, je suis aussi sévère qu'Alexandre. C'est la seule chance qu'a la gauche là d'essayer de limiter les dégâts. Parce que quand on voit un petit peu comment se sont passées les élections européennes, on voit bien que la gauche n'a, à mon avis, sauf événement extraordinaire, mais je ne vois pas lequel, aucune chance d'arriver au pouvoir. Il y en a qu'un qui le pense, une fois de plus, comme en 2022, il pensait qu'il allait être Premier ministre. Rappelez-vous la campagne des législatives de Mélenchon. Là, il a manœuvré, il a 220 et non pas 300, c'est vrai, Alexandre, mais avec une condition, si la gauche, le Front populaire nouveau gagne, c'est le parti le plus nombreux à l'Assemblée qui désignera le Premier ministre.
Jean-Luc Mélenchon. Hmm. On va de nouveau avoir cette titrerie. Donc, c'est un théâtre, c'est un simulacre, avec quand même comme enjeu la fin du système Macron. Oui. Il n'est pas parti, il est toujours là, mais il va être politiquement extrêmement affaibli. Mais ça, vous y Et croyez? Vous croyez qu'on peut vraiment mettre fin au système Macron et après, bon, la question va être posée de quel sera le nouveau système, hein, mais d'abord, vous pensez Ah, mais qu'on peut... absolument. Oui. Absolument. Non, non, mais tout ça est plein d'incertitudes. Cette accélération de l'histoire, c'est quand même l'échec du système Macron. Oui, On a ça, c'est sûr. installé Hmm. ce monsieur en 2017, la haute fonction publique d'État, une des plus corrompues d'Europe, a décidé de régler le problème des alternances qui ne fonctionnaient pas, Sarkozy, Hollande, et de mettre un extrême centre sorti de nulle part. Il n'avait jamais rien fait, personne ne le connaissait. On l'a installé là grâce à un coup d'État judiciaire et depuis, il a rempli un mandat qui est de finir la destruction néolibérale de la France, perte de sa souveraineté au profit de l'Europe, etc. Donc, sauf que je pense que ce système arrive au bout et que ses grands intérêts, c'est-à-dire ceux qui l'ont adoué, parce qu'il a été choisi par la haute fonction publique, mais il a bien fallu que ceux qui ont l'argent, notre oligarchie, nos oligarques à nous qu'on a, il a bien fallu qu'il l'adoube. Il a été adoubé. Sauf Oui, que oui. là, ils se rendent compte que c'est pas le bon candidat. C'est pas le bon candidat. Allez, Il ah a oui. été le bon candidat, mais c'est pas même qui compte. Alors, on est en train de Donc, vous perdre un peu, Régis, en termes de connexion, donc on va s'arrêter là. Alexandre, un dernier mot sur cette promesse de nous gouverner avec respect, cette espérance que nous pouvons porter sur l'avenir, pour finir. Bah déjà, pour rebondir sur ce que disait Régis avec le sketch de Dieudonné là, sur l'amour, Macron n'est pas Jésus, c'est Jupiter, hein, donc il envoie des fibres, hein, donc à partir de là, match nul. Ensuite, le respect, bah, ça fait 7 ans qu'il pourrait nous le prouver, ou alors qui aime bien châtie bien, il a mutilé son peuple, il a limité les libertés, il a déclassé la démocratie française en démocratie défaillante. Donc non, en fait, c'est comme d'habitude, il pense que les mots qu'il déclare vont devenir une réalité ou que les gens vont y croire. Bon, j'espère que les gens ne seront pas assez bêtes pour y croire. Maintenant, il peut y avoir, la seule chose qu'il peut y avoir et qui peut sauver les meubles, ce ne sera pas ces discours creux, ce sera de se dire que bah, comme il y aura que a priori 3 partis qui vont se présenter, il espère faire l'arbitre en se disant que les gens voudront pas les gens du camp opposé, Oui. entre guillemets. Oui. Donc à partir de Les- là, voilà. Mais les sinon, extrêmes. Macron va nous occuper la scène médiatique pendant les 3 semaines là, qui arrivent. Il a dit je prendrai la parole tout le temps, donc ce qui fausse aussi un peu le jeu démocratique. Hein, je rappelle que De Gaulle avait dit à l'époque de la présidentielle de 62, je ne prendrai la parole que 15 minutes parce que les gens savent ce que je fais. A priori, lui, personne ne sait ce qu'il fait, et peut-être pas lui-même. Il Voilà. compense par l'écran. Merci beaucoup à tous les deux, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. Nous vivons une période formidable, comme on dit, mais en tout cas intéressante. Hein, comme vous l'avez dit, accélération aujourd'hui de l'histoire. Régis, je rappelle votre livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. On a compris avec le syndicat de la magistrature que, comme d'habitude, c'était plus que jamais d'actualité. Et puis alors, le livre d'Alexandre Langlois, Essayez la démocratie au bal masqué de la Macronie. Vous pourrez en faire une chanson aux éditions Talma. Merci beaucoup à tous les deux.